Alors, dernier dossier, Monsieur R, 63 ans, qui vous est adressé par son médecin traitant. Il ne déclare pas d'antécédents particuliers, il est fumeur à 20 cigarettes par jour et il vous dit qu'il boit entre 1 et 2 verres de vin par repas. L'histoire de la maladie pour laquelle il a consulté son médecin traitant et pour laquelle il vous est adressé, ça commence par une asthénie et une prise de poids récente de 3 kg. À l'examen clinique, vous constatez un subictère et des œdèmes des membres inférieurs qui sont minimes. L'examen de l'abdomen retrouve donc un abdomen qui est distendu avec une circulation veineuse qui est épigastrique. La localisation épigastrique est importante. La palpation du foie est indolore, mais le foie vous semble dur et il existe une matité déclive à la percussion de l'abdomen. L'examen cardio-pulmonaire est sans particularité en dehors d'angiomes stellaires dans la région thoracique. Les questions. Première question, quels sont les diagnostics à évoquer? Quel est, le diagnostic à évoquer d'emblée? Deuxième question, le bilan sanguin et morphologique demandé par le médecin traitant de Monsieur R met en évidence un facteur 5 à 58% avec un TP à 52% et un foie de volume normal, dysmorphique, un trompe-porte dilaté et des voies de dérivation porte-cave. Ça, donc, c'était sur un examen d'imagerie, évidemment. Question petit a, le médecin qui a réalisé l'examen morphologique précise dans sa conclusion que la sensibilité de l'examen est imparfaite. Pourquoi? Et sinon, que pensez-vous maintenant de votre diagnostic initial? Donc le diagnostic de la question 1. Troisième question, quel bilan effectuez-vous chez Monsieur R? Quatrième question, ce bilan plaide pour votre hypothèse diagnostique et on note une hypergammaglobulinémie polyclonale. Qu'en pensez-vous? Cinquième question, une hyperféritinémie à 467 microgrammes par litre est également notée. Qu'en pensez-vous? Et sixième question, souhaitez-vous obtenir une histologie? Quel serait l'intérêt d'une histologie? Septième question, l'origine alcoolique de la maladie est finalement retenue. Quel traitement proposer à Monsieur R? Huitième question, quelles sont les complications de ce traitement? Et on revient au début avec la première question, quel est le diagnostic à évoquer d'emblée? Devant le tableau clinique qu'on vous décrit, il n'y a qu'un seul diagnostic à évoquer, c'est la décompensation œdémato-ascitique qui est inaugurale d'une cirrhose. Donc il y a deux éléments dans votre réponse, il y a d'une part la cirrhose, d'autre part la décompensation œdémato-ascitique. Donc on acceptait cette réponse-là, mais on pouvait mettre cirrhose inaugurale avec comme complication décompensation œdémato-ascitique. Aucune importance, l'important est de citer les deux composantes de la réponse. Deuxième question, alors pour revenir un tout petit peu sur le diagnostic, donc l'acide elle était évidente, on vous disait qu'il y avait un abdomen distendu avec une matité déclive. La circulation veineuse collatérale, elle signe une hypertension portale uniquement quand elle est localisée dans la région épigastrique ou périombilicale. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était important que la localisation de la circulation veineuse collatérale soit épigastrique. Et puis ensuite, vous aviez d'autres signes de cirrhose, vous aviez un foie dur, vous aviez les angiomes stellaires, etc. Donc le bilan sanguin et morphologique retrouve TP et facteur 5 ABC et des anomalies à l'imagerie du foie et du système porte intra-abdominal. Pourquoi la sensibilité de l'examen est imparfaite et que pensez-vous du diagnostic initial? Donc la sensibilité de l'examen est imparfaite en raison de l'acide. Tout examen d'imagerie abdominale voit sa performance diminuer en présence d'acide. C'est vrai pour l'échographie, et ici c'était probablement une échographie parce que c'est l'examen le plus simple et le plus fréquemment prescrit, mais c'est vrai aussi pour le scanner. Donc une ponction d'acide préalable à l'examen est souhaitable si on veut que l'examen soit performant pour bien identifier les anomalies morphologiques du foie, rechercher une tumeur du foie, etc. C'est valable également pour l'imagerie thoracique. Alors il n'y a pas d'échographie du thorax parce que le poumon n'est pas échogène, mais il y a des scanners, vous le savez très bien. Et quand vous voulez faire un diagnostic de tumeur pulmonaire et que vous avez un épanchement pleural massif, il faut ponctionner l'épanchement, que le poumon revienne à la paroi, et puis ensuite vous faites votre scanner thoracique. Ce sera beaucoup plus performant.
Et puis, qu'est-ce que vous pensez de votre diagnostic initial? Bah, faut pas vous laisser dérouter. Évidemment, ça en rajoutait encore dans les arguments diagnostiques pour la cirrhose inaugurale avec des compensations œdémato-acétiques. Vous aviez d'une part le premier axe fondamental devant une cirrhose, c'est les signes d'hypertension portale. Donc vous aviez la circulation veineuse abdominale de type porte-cave puisque de localisation épigastrique. Vous aviez un tronc porte qui était dilaté, ça c'est évidemment un signe d'hypertension portale. Et vous aviez des voies de dérivation qui sont caractéristiques de l'hypertension portale et qui peuvent notamment siéger dans l'œsophage. Ça s'appelle les varices œsophagiennes. Mais vous avez d'autres voies de dérivation. Si vous lisez les comptes rendus des scanners de vos patients, vous verrez que le radiologue décrit une voie de dérivation spléno-rénale et il en décrit d'autres. Il y en a plusieurs qui sont très bien décrites dans les livres d'anatomie radiologique. Et ces voies de dérivation sont 99 fois sur 100 le reflet d'une hypertension portale. Ensuite, vous avez deuxièmement, on va faire un beau joli 2, les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Donc vous aviez le subictère. Tout à l'heure, quand on demandait au premier dossier quelles sont les causes d'ictère, quels sont les mécanismes d'ictère à bilirubine conjuguée, on avait les cholestases intrahépatiques. Et dans les cholestases intrahépatiques, on avait le dysfonctionnement des hépatocytes avec la cirrhose. Bon, dans la cirrhose, il peut y avoir un subictère, voire un ictère franc. Et un ictère dans une cirrhose, ça signe toujours une insuffisance hépatique sévère. Vous aviez les angiomes stellaires sur le thorax. Donc les angiomes stellaires, ce sont des petites taches érythémateuses vasculaires qui disparaissent à la vitropression, qui sont pratiquement comme des télangiectasies, c'est presque synonyme, c'est presque la même lésion. Et donc ces angiomes stellaires, s'ils sont supérieurs à 5 et qu'ils siègent dans le territoire cave supérieur, sont a priori le reflet d'une insuffisance hépatocellulaire. Les faux positifs d'angiomes stellaires, vous avez la contraception œstroprogestative, vous avez la grossesse et vous avez la polyarthrite rhumatoïde, qui sont des causes d'angiomes stellaires, mais vous avez également la cirrhose du foie, surtout, comme je vous l'ai dit, s'ils sont supérieurs à 5 dans le territoire cave supérieur. Et puis vous aviez évidemment la baisse du TP et la baisse du facteur 5. Une baisse du TP peut être due à une insuffisance hépatique, mais aussi à une carence en vitamine K. Par contre, si vous avez une baisse du facteur 5, qui est un facteur non vitamino-K dépendant, alors là, vous êtes sûr que c'est dû à une insuffisance hépatique. Et puis ensuite, vous aviez une troisième cohorte de signes, dont le foie dur. Le foie dur, c'est quasiment pathognomonique de cirrhose. Vous avez très peu de causes de foie dur. Si vous avez un foie dur, c'est valable à l'internat, mais c'est valable aussi dans la vraie vie. Si vous avez un patient qui a un foie dur, à part l'hémochromatose, vous n'avez que la cirrhose qui donne un foie dur. Donc quand vous voyez un foie dur dans un énoncé, vous pouvez être quasiment sûr que c'est une cirrhose, en dehors de l'hémochromatose. Et puis, vous aviez un syndrome œdémato-acétique dont on avait déjà parlé. Vous aviez une dysmorphie hépatique à l'imagerie, c'est-à-dire une anomalie, une discordance entre la taille normale des différents segments du foie. Ça, c'est évocateur d'hépatopathie chronique en général, pas forcément de cirrhose, mais au moins d'hépatopathie chronique. Troisième question, quel est le bilan à effectuer chez Monsieur R? Donc, en fait, ça, c'est une question bilan de cirrhose. Donc, c'est des gros bilans, les bilans de cirrhose. Vous avez d'abord, comme il avait de l'acide, vous ne pouvez pas vous dispenser d'une ponction d'acide qui doit être au moins exploratrice, pas forcément évacuatrice, mais au moins exploratrice. Et vous avez toujours ces 3 tubes que vous devez systématiquement demander une première fois lors d'une ponction d'acide. Donc vous avez la cytologie. Donc la cytologie, c'est pareil que l'anapathe, c'est-à-dire que ça va rechercher des cellules anormales en faveur d'une acide d'origine tumorale ou d'un carcinome hépatocellulaire. Deuxièmement, vous avez la bactériologie, c'est ce qu'il y a de plus important et c'est ce que vous devez toujours demander même dans les ponctions d'acide itératives pour rechercher une infection du liquide d'acide. Et puis troisièmement, vous avez la biochimie. Ça, c'est surtout pour mesurer le taux d'albumine et c'est intéressant dans l'enquête étiologique d'une acide puisque dans les acides, vous avez les acides pauvres en protides et les acides riches en protides et les catégories de causes ne sont pas les mêmes. Ça vous oriente pour votre enquête étiologique. Donc c'est utile au moins la première fois de savoir si l'acide est riche ou pauvre en protides. Ensuite, vous avez un bilan que j'ai mis entre guillemets complémentaire, qui complète un petit peu le bilan qui a été fait par le médecin traitant. Donc il faut terminer l'hémostase, il faut faire un bilan hépatique complet de principe, même si ça n'a pas une grande valeur. Il faut demander une protidémie et une électrophorèse des protides. Et je vous rappelle que l'électrophorèse des protides, couplée à la protidémie, vous permet d'avoir le taux d'albumine. Ensuite, il faut faire de façon impérative un bilan étiologique de la cirrhose. Le mot ou la formule bilan étiologique de la cirrhose, c'est coté. Donc, c'est ce dont je vous parlais dans
un dossier précédent, les têtes de chapitre sont cotées, c'est important. Vous devez les mettre. Des fois, ça vaut des points en soi. Il faut pas juste mettre sérologie hépatite B, il faut mettre bilan étiologique de la cirrhose. Et après, on déroule. Donc, sérologie virale B et C, les deux seules hépatites chroniques. Un bilan martial, c'est indispensable, avec, comme on l'a vu un petit peu dans le dossier précédent, un bilan martial complet, donc fer sérique, coefficient de saturation et ferritine. Et puis, deux principes, même si là, on a l'impression que ça ne va pas être la cause, il faut faire un bilan auto-immun. Vous verrez, les hépatologues sont extrêmement systématiques sur ce genre de bilan. Et donc, les anticorps auto-immuns, enfin les anticorps qui sont responsables d'une hépatite ou d'une cirrhose auto-immune, vous en avez au moins 3 à connaître. C'est les facteurs antinucléaires, donc qui sont des anticorps anti-noyaux très génériques, les mêmes que vous retrouvez dans le lupus, par exemple. Vous avez les anticorps anti-muscles lisses, en particulier ceux qui sont de spécificité anti-actine. Et puis, de façon un petit peu plus rare, vous avez des anticorps anti-LKM1. Ça, c'est dans l'hépatite auto-immune de type 2. LKM1, ça veut dire liver, kidney, microsome 1. Donc, liver, c'est le foie, kidney, c'est le rein, microsome, c'est les microsomes. Ça, c'est dans les hépatites auto-immunes de type 2. Et puis, très récemment, vous avez des hépatites auto-immunes de type 3 qui ont été décrites, qui sont très rares, avec des anticorps anti-cytosol. Les anticorps anti-M2, anti-mitochondrie de type M2, c'est les anticorps de la cirrhose biliaire primitive. Comme je vous l'ai dit, les hépatologues sont des... alors je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, ils sont très systématiques et ils demandent de façon très très large ce genre d'anticorps, même en l'absence totale de contexte évocateur. La suite du bilan, vous avez la recherche de complications, encore un mot qui est coté. Et donc, vous avez... en gros, 5 complications de la cirrhose. Vous avez le carcinome hépatocellulaire, les varices œsophagiennes, l'acite, l'encéphalopathie hépatique et le syndrome hépatorénal. En gros, c'est les complications que vous devez connaître. Donc, dépistage du carcinome hépatocellulaire, échographie après ponction d'acide et alpha-fétoprotéines. On a vu dans le dossier d'avant quels étaient les critères diagnostiques du CHC. Et donc, comme vous le voyez, là encore, il faut mettre les têtes de chapitre. Il faut mettre dépistage du CHC plus que écho ou alpha-féto. Il faut mettre la tête de chapitre et ensuite les moyens d'arriver à vos fins. Il faut dépister des signes digestifs d'hypertension portale, donc c'est l'endoscopie digestive haute à la recherche de varices œsophagiennes le plus souvent, éventuellement cardiales ou cardiotubérositaires. Et puis il faut faire une créatinine à la recherche d'un syndrome hépatorénal, surtout chez quelqu'un qui a de l'acide, puisque je vous rappelle que le syndrome hépatorénal, c'est la modalité évolutive ultime du grand mécanisme physiopathologique qui est à l'origine de l'acide. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de syndrome hépatorénal chez un patient qui a une cirrhose sans acide, ça veut dire une cirrhose compensée. Mais chez quelqu'un qui a de l'acide, vous devez vérifier que sa créate tient le coup, parce qu'il peut avoir une insuffisance rénale pour plein de raisons, et notamment dû à un syndrome hépatorénal. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que ce patient a le malheur d'être alcoolotabagique et donc il faut lui faire le bilan ad hoc. Donc il faut faire de principe une radiothorax de dépistage face profil pour dépister un cancer du poumon. Et puis il faut lui faire voir l'ORL, le stomato et l'ophtalmo. L'ORL à la recherche d'une pathologie tumorale en rapport avec l'alcoolotabagique. Le stomato, c'est pareil. Et puis l'ophtalmo, vous vous demandez pourquoi. C'est pour rechercher une neuropathie optique induite par l'alcool chronique. Je vous rappelle que l'alcool, c'est toxique pour les nerfs, c'est toxique pour les nerfs périphériques, mais c'est aussi toxique pour le nerf optique. Et puis enfin, il faut l'aider à arrêter, ça ne va pas être facile là, donc il faut lui faire voir un tabacologue et un alcoologue pour qu'il se sèvre de l'alcool et du tabac. Quatrième question, ce bilan plaide pour votre hypothèse diagnostique et il existe une hypergamma-globulinémie polyclonale. Quel est votre avis sur cette hypergamma-globulinémie polyclonale? C'est hyper banal, c'est non spécifique. C'est une anomalie qui est très fréquemment retrouvée quand on fait des électrophorèses des protéines aux patients cirrhotiques et même de façon plus large aux gens qui ont une hépatopathie chronique, pas forcément au stade de cirrhose. En gros, on a un grand classique. Si cette hypergamma-globulinémie prédomine sur les IgA, ça oriente vers une cause alcoolique de la cirrhose. Et cette IgA, je vous rappelle, si vous vous souvenez de vos cours d'immuno en P1, vous savez que l'IgA est un dimère. Et donc ça a une migration électrophorétique intermédiaire entre les gamma-globulines, qui sont les immunoglobulines, donc les IgG, et les bêta-globulines. D'où ce qu'on appelle le bloc bêta-gamma. Et donc cette hyperproduction d'IgA est caractéristique de la cirrhose alcoolique.
C'est cette même IgA qui est responsable de la maladie de Berger, par exemple. Vous connaissez la maladie de Berger que vous avez fait ou que vous allez faire en néphro. Et bien, cette maladie de Berger, c'est une accumulation d'IgA au niveau du néphron, plus précisément au niveau du glomérule. Et ben, cette même IgA qui est hyperproduite dans la cirrhose, c'est elle qu'on retrouve sur l'électrophorèse des protides. Mais je vous dis, ça signe l'étiologie alcoolique de la cirrhose. Et puis ensuite, vous avez de façon plus rare des hypergamma à IgG. Ça oriente vers une cirrhose auto-immune, éventuellement vers une cirrhose virale. Et puis très classiquement, même si c'est encore plus rare, vous avez des hypergamma à IgM qui orientent vers une cirrhose biliaire primitive. Je vous rappelle que la cirrhose biliaire primitive, c'est une maladie inflammatoire des voies biliaires qui est très rare, qui est à mon avis très peu tombable, mais dont vous devez au moins savoir qu'elle existe. 5e question, hyperferritinémie à 467. Qu'en pensez-vous ? Normalement, si vous avez bien écouté les dossiers précédents, vous avez compris que, premièrement, c'est une élévation qui est modérée. Je vous ai dit que c'était 200 chez l'homme, 300 chez la femme. Tout à l'heure, dans le dossier d'hémochromatose, c'était 880, donc c'était déjà nettement plus. Donc là, c'est une élévation modérée et qui, dans une cirrhose, n'est pas spécifique. Néanmoins, voilà, c'est fréquemment retrouvé dans toutes les maladies chroniques du foie et donc pas forcément les cirrhoses, mais une hépatopathie alcoolique ou virale C et pas forcément donc au stade de cirrhose. Et donc la conduite à tenir, elle reste la même que tout à l'heure. Il faut être systématique devant une hyperferritinémie. Il faut demander un coefficient de saturation de la transférine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, s'il est supérieur à 40% ou 45%, il faut rechercher la mutation C282Y en faveur d'une hémochromatose génétique, et puis si elle est inférieure à 40%, vous éliminez raisonnablement une hémochromatose primitive, et vous vous orientez donc vers une surcharge secondaire en fer. Et en présence d'une cirrhose, la surcharge en fer, elle est due à la cirrhose elle-même. Souhaitez-vous obtenir une histologie, et quel en serait l'intérêt ? Donc là, souvent, vous vous trompez à cette question. Ici, la réponse est non. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous pose une question, il faut apporter une réponse, il faut dire oui ou il faut dire non. Donc, il faut vous mouiller. Là, c'est non. Pourquoi ? Parce que là, vous avez porté le diagnostic de cirrhose sur, comme on dit, une association d'arguments cliniques, biologiques et morphologiques, ou d'imagerie, c'est pareil. Donc, le diagnostic de cirrhose étant certain, la biopsie du foie n'est pas nécessaire pour le diagnostic positif de cirrhose. La biopsie du foie, elle pourrait avoir deux intérêts. Le premier intérêt, c'est d'orienter une enquête étiologique si celle-ci était prise en défaut. Les sérologies virales sont négatives, le bilan martial est normal, le patient dit qu'il ne boit pas, et puis le bilan auto-immun est négatif, vous êtes quand même embêté, vous avez un patient qui a une cirrhose, vous ne savez pas pourquoi, vous aimeriez bien savoir, ça pourrait peut-être vous permettre de traiter la cause. Là, vous pouvez tenter une PBH, et vous allez rechercher des signes histologiques en faveur d'une cause particulière. Si vous avez un infiltrat lymphoplasmocytaire, c'est en faveur d'une hépatite auto-immune, si vous avez beaucoup de plasmocytes. Si vous avez une stéatose majeure, c'est en faveur d'une cause alcoolique. Si vous avez des dépôts médicamenteux, c'est en faveur d'une hépatite et d'une cirrhose médicamenteuse, etc., etc. Si vous avez une surcharge en fer, évidemment, c'est en faveur d'une hémochromatose. Deuxième intérêt, et ça c'est dans le cas particulier d'un malade qui arrive avec une décompensation d'une cirrhose alcoolique, c'est de rechercher des signes d'hépatite alcoolique aiguë. Donc je fais un petit rappel. Devant un tableau qui évoque une hépatite alcoolique aiguë, c'est-à-dire un malade, c'est hyper fréquent ça, quand vous serez de garde, vous en aurez tous, un malade qui arrive à l'hôpital avec une décompensation de cirrhose, vraisemblablement c'est un alcoolique, il vous l'avoue à moitié ou complètement, et c'est la première fois qu'il consulte un médecin. Vous allez faire un bilan biologique et vous allez voir s'il a un astérix 6. Si vous avez un astérix 6, donc une encéphalopathie hépatique, ou si vous avez un score de Madray qui est supérieur à 32. Donc le score de Madray, je vous rappelle que ça prend en compte le temps de Quick et la bilirubine. C'est un score compliqué que vous n'avez pas à connaître, mais par contre, vous avez à savoir que s'il est supérieur à 32, ça signe une hépatite alcoolique aiguë sévère. Donc si vous avez un score de Madray supérieur à 32 ou une encéphalopathie hépatique, là, vous êtes devant une suspicion d'hépatite alcoolique aiguë sévère. Et donc, vous savez que vous avez un traitement pour ça. Et ce traitement, c'est la corticothérapie. C'est le seul traitement qui a prouvé une augmentation de la survie dans les hépatites alcooliques aiguës sévères. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre diagnostic, et pour ça, il faut faire une PBH, pour confirmer l'hépatite alcoolique aiguë sévère. Les signes histologiques d'hépatite alcoolique aiguë sévère, vous les connaissez, je pense, parce que tous les étudiants les connaissent. Vous avez l'infiltrat polynucléaire neutrophile, ça fait très alcool. Les corps de Mallory, qui sont des débris de cytosquelettes d'hépatocytes nécrosés. Et puis vous avez des lésions hépatocytaires qui peuvent aller de la simple ballonisation
jusqu'à une nécrose acidophile des hépatocytes. Puis vous avez un signe qui est plus marginal que vous ne connaissez pas, mais que je vous dis quand même, qui est la fibrose péricellulaire. Quand vous avez un malade qui a un score de MADRS supérieur à 32, que vous lui faites une biopsie du foie et que vous trouvez ça, c'est une hépatite alcoolique aiguë sévère et vous pouvez lui administrer 1 mois de corticothérapie à 40 mg par jour per os. Vous allez lui augmenter ses chances de survivre. Si vous n'avez pas ces signes-là, eh bien vous êtes face au diagnostic différentiel qui est tout simplement une cirrhose décompensée, une cirrhose en bout de course, une cirrhose terminale qui est à un niveau d'insuffisance hépatique très avancé. Et là, vous n'avez non seulement pas d'intérêt à administrer des corticoïdes, mais en plus vous prenez un risque, parce que les corticoïdes, c'est des médicaments qui ne sont pas dénués d'effets secondaires, il y a un effet immunosuppresseur, donc il faut vous abstenir et il faut attendre que ça passe. Une petite image typique histologique de cirrhose. Je vous rappelle que la cirrhose, c'est un processus diffus qui désorganise l'architecture du foie avec l'architecture normale du foie en nodules de structure anormale. Nodule de régénération, comme c'est dit ici, c'est un terme un petit peu impropre parce que ça suppose déjà un petit peu de physiopathologie. Normalement, il faut dire juste nodule de structure anormale. Et donc là, vous avez typiquement, je crois que vous ne pouvez pas les louper, vous avez un nodule avec des hépatocytes, puis vous avez de la fibrose autour. Donc ça, c'est un nodule cirrhotique. Vous en avez un autre ici. Et en fait, ces hépatocytes sont complètement déstructurés et complètement déconnectés du fonctionnement normal du foie. Donc c'est pour ça qu'ils sont inefficaces et c'est pour ça que vous avez une insuffisance hépatique. Je vous rappelle simplement que la coloration histologique qui met le mieux en évidence la fibrose, parce qu'elle colore les fibres de collagène 4, c'est le rouge picrocirius. Donc quand vous avez une biopsie du foie, il faut demander de l'HES. L'HES, c'est ça. Bon, là, c'est évident. Mais des fois, c'est moins évident que ça. Il faut demander un rouge Sirius ou rouge picrocirius parce que ça colore les fibres de collagène 4 et donc on voit beaucoup mieux la fibrose. 7e question, on retient l'origine alcoolique de la maladie, on s'en doutait un petit peu. Quel est le traitement à proposer à Monsieur R? Traitement de la cirrhose, il n'y a pas grand-chose. Lui, il avait de l'acide, donc il fallait surtout se focaliser là-dessus. Donc d'abord, évidemment, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure pour l'hémochromatose, vous avez un dossier d'hépato à l'internat, ça fait tilt sur arrêt de l'alcool et des médicaments hépatotoxiques. Donc arrêt de l'alcool, brutal, total et définitif. C'est une phrase un petit peu choc qu'il faut mettre pour montrer qu'on n'y va pas par quatre chemins. Le malade a une cirrhose, il ne va pas arrêter l'alcool après les vacances ou après son anniversaire ou après les fêtes de Noël. Et par contre, il est à fort risque de faire un syndrome de sevrage. Donc il faut mettre prévention du délirium très mince. Deuxièmement, comme tous les alcooliques, même les non-cirrhotiques, il faut lui administrer une vitaminothérapie B1, B6, PP. Le plus important, c'est la B1. Et il faut, si possible, l'administrer par voie intraveineuse. Il faut 10 grammes de B1 pour recharger les réserves. Et vous serez surpris que ce petit traitement qui ne coûte pas cher et qui, a priori, a l'air comme ça un petit peu anodin, améliore très nettement certains patients, tant sur le plan neurologique que sur le plan cognitif. Et puis ensuite, il y a le traitement de l'acide. Alors le traitement de l'acide, c'est encore plus simple. Il y a deux éléments, c'est le régime peu salé, donc j'ai mis hyposodé. Alors si vous mettez régime sans sel, c'est pas grave, hein. L'important c'est de montrer qu'il faut restreindre le sel. En général, on fait pas un régime sans sel strict, on fait un régime peu salé ou hyposodé. Et puis le deuxième élément, c'est les diurétiques. C'est le deuxième traitement, c'est le traitement médicamenteux de l'acide. Donc, vous avez deux schémas possibles. Le plus classique, c'est celui-là. C'est celui qui est recommandé par la conférence de consensus sur les complications de l'hypertension portale. C'est une conférence de consensus qui date de 2004, donc c'est très récent. Donc on ne pourra pas vous embêter avec ça. Si vous connaissez ce schéma, il est absolument imparable. Donc on commence en général par les diurétiques distaux, type aldactone, avec augmentation progressive de la posologie jusqu'à posologie maximale, c'est-à-dire 300 mg par jour. Et ensuite, si la cise persiste, on rajoute un diurétique de lance, qui est le furosémide, c'est-à-dire le Lasix, à dose croissante également. La conférence de consensus précise que le repos au lit, qui est d'efficacité très théorique, n'est pas recommandé parce que ça n'a jamais prouvé une efficacité clinique. Alors si vous demandez à un néphrologue qu'est-ce qu'on fait pour un malade qui a des œdèmes, il va vous dire que le repos au lit fait partie du traitement parce que l'orthostatisme stimule le système rénine-angiotensin-aldostérone et donc stimule la rétention hydrosodée. En hépato, c'est pas pareil. En tout cas, ça n'a pas été retenu. Donc vous n'avez pas à dire à votre cirrhotique de rester au lit. 8e et dernière question, quelles sont les complications de ce traitement? Donc vous avez des complications que tout le monde va mettre.
tout le monde va y penser, c'est les complications des traitements diurétiques. C'est l'insuffisance rénale qui est fonctionnelle, évidemment, par déshydratation. C'est l'hyponatrémie, très fréquent, qui oblige souvent à arrêter le traitement diurétique. Et puis, ce sont les dyskaliémies. Donc, hypokaliémie si vous avez surchargé les diurétiques de l'anse, et hyperkaliémie si vous avez surchargé les diurétiques type aldactone. Et puis, à côté de ces effets secondaires un petit peu particuliers, vous avez les effets plus généraux, qui sont les effets dits classiques des diurétiques. Et vous en avez une à connaître, c'est la gynécomastie à l'aldactone, qui n'est pas très bien vécue évidemment, qui a la particularité d'être bilatérale et douloureuse, et qui est caractéristique de l'aldactone, et qui est souvent un motif d'arrêt du traitement par les patients. Ça, c'est les complications auxquelles tout le monde va penser. Si vous voulez gagner des points, il faut penser aux complications qui sont au moins aussi fréquentes, qui sont les complications du régime sans sel. Vous, quand vous allez au McDo, vous salez vos frites, vous salez votre viande, et ben les cirrhotiques sont comme vous. Et donc, si on leur demande de manger sans sel, ils trouvent ça mauvais, et donc ils mangent moins. Et un cirrhotique qui mange moins, il se dénutrit. Et donc ça, c'est une complication majeure. Pour mémoire, sachez qu'il y a à peu près un régime sans sel sur 2 qui n'est pas suivi. Et on tolère cela parce qu'il vaut mieux avoir un cirrhotique qui a de l'acide et à qui on donne beaucoup de diurétiques, voire qu'on ponctionne, plutôt qu'un cirrhotique qui est dénutri, parce que c'est un cirrhotique qui est dénutri, c'est un cirrhotique qui se rapproche de la fin. Dernier rappel de cours, sur l'acide réfractaire, c'est une notion que vous devez avoir. Vous avez 2 situations cliniques qui vous classent une acide comme réfractaire. La première, c'est une acide qui est résistante au traitement médical, donc résistante, c'est-à-dire un régime hyposodé, comme on a dit, et une bithérapie diurétique à dose maximale. Ça, c'est une situation très rare en pratique. Mais si jamais vous avez mis votre aldactone et votre lasix à dose maximale, que le patient vous jure qu'il mange sans sel et qu'il reste de l'acide, c'est une acide résistante, donc qu'on classe comme acide réfractaire. La situation la plus fréquente, en réalité, c'est l'apparition de complications, souvent au pluriel, du traitement médical. Et typiquement, c'est un cirrhotique qui a de l'acide, à qui vous donnez par exemple 75 mg d'aldactone, et puis il vous dit que ça va un peu mieux, il a perdu 1 kg, mais il lui reste encore 5 litres d'acide. Puis vous augmentez la posologie, vous surveillez le bilan biologique, et vous voyez apparaître une insuffisance rénale fonctionnelle ou une hyponatrémie. Vous êtes obligé de lever le pied et de rediminuer la posologie des diurétiques. Et ça s'appelle une acide intraitable par les diurétiques. Et c'est également à classer dans les acides réfractaires, et c'est même la situation de loin la plus fréquente. Donc la plupart des cirrhotiques que vous verrez en hôpital de jour ou en hôpital de semaine qui viennent se faire ponctionner de façon itérative, si vous regardez leur dossier et que vous retracez l'histoire de la maladie, vous verrez que ça ne sont pas des cirrhotiques qui ont eu la posologie maximale de diurétiques, mais ce sont des cirrhotiques chez qui on a été obligé de les arrêter parce qu'ils faisaient des complications essentiellement biologiques avec une insuffisance rénale fonctionnelle et une hyponatrémie induite par les diurétiques. Et ça, c'est la raison la plus fréquente donc d'acide réfractaire. Voilà, c'est la fin du dossier, donc qui a permis d'aborder tout ce qui est problème d'addiction et de conduite dopante. Donc là, on a parlé de l'alcool, mais toutes les autres drogues sont au programme de l'internat. Ensuite, on vient d'en parler, prescription et surveillance des diurétiques. Donc je vous rappelle, un cirrhotique avec de l'acide que vous mettez sous diurétique, les paramètres que vous devez surveiller, ce sont 1, le poids, 2, la diurèse, et 3, la natrémie et la fonction rénale. Ça, c'est fondamental, d'accord ? La plupart de mes externes, ils me parlent de périmètre abdominal, donc moi, je n'ai pas de mètre sur moi, eux non plus. Donc le plus important, c'est le poids et puis la diurèse, pour vérifier qu'ils pissent bien. Et puis, évidemment, les paramètres biologiques, 2 fois par semaine, créatinine, natrémie. Ensuite, on a parlé de la cirrhose et des complications. Je vous rappelle qu'il y a donc 5 complications à connaître. Il y a les varices œsophagiennes et leur rupture, il y a l'acide, il y a l'encéphalopathie hépatique, il y a le carcinome hépatocellulaire et il y a le syndrome hépatorénal qui est l'évolution ultime de l'acide et qui est de très mauvais pronostic, qui en général est accompagné du décès très rapidement. Et puis on a parlé de l'acide avec l'orientation étiologique devant une acide. Il faut d'abord déterminer si l'acide est riche ou pauvre en protides. Si l'acide est pauvre en protides, ça vous oriente vers une cirrhose avant tout, éventuellement une hypoalbuminémie de dénutrition et éventuellement une acide d'origine cardiaque, bien que ce soit beaucoup plus rare. En cas d'acide riche en protides, c'est-à-dire dont le taux d'albumine est supérieur à 20 ou 25 grammes par litre, vous avez 5 causes à évoquer de façon indiscutable. Vous avez la carcinose péritonéale secondaire, très fréquent, la cause la plus fréquente. Vous avez le mésothéliome péritonéal. Vous avez les problèmes de pancréatopathie,
vous avez l'insuffisance cardiaque droite et vous avez la tuberculose péritonéale. Voilà, c'est la fin du dossier. J'espère que ça vous a intéressé et qu'on se retrouvera bientôt sur Confrafael.